Bonjour à tous et toutes, soyez les bienvenus dans cette séance du jour. Donc, nous sommes engagés dans une réflexion sur l'acquisition du langage en général, sur la pratique du langage, et j'étais dans un nouveau point, dans un point qui se développait sur les rituels. Et l'idée centrale que j'essayais de développer, c'est que les rituels, ce n'est absolument pas des activités qui ont une fonction pour l'enseignant en soi, mais c'est des activités qui permettent de développer les trois grandes dimensions de l'école maternelle, à savoir l'entrée du corps dans l'espace. Ça concernera en l'occurrence plutôt ce qui relève de la motricité fine, c'est-à-dire faire avec ses doigts des activités qui sont nécessaires par la suite pour la maîtrise du geste graphique en particulier. Donc, bouger les doigts de manière fine, montrer, tenir. C'est des activités qui permettent, deuxièmement, d'entrer dans le langage mathématique par la numération, par le comptage, par l'énumération. Et c'est enfin, dernier point, des éléments qui permettent d'entrer dans le langage oral, un langage en situation, puisqu'on s'appuie sur des objets visibles pour parler, mais un langage aussi d'évocation, parce qu'à partir d'un support visible, on essaie de construire des stratégies. Et c'est cela que vraiment vous devez avoir en tête, c'est que ce que l'on doit faire essentiellement, outre ces trois grands champs à l'école maternelle, c'est apprendre aux élèves à construire des stratégies. Je suis devant une difficulté. Cette difficulté, c'est une difficulté de parole. Une difficulté, il me manque donc des outils, j'acquiers ces outils, du vocabulaire, de la structure de phrase. Je suis dans une difficulté liée à un écrit. Or, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire. Mais je peux mettre en place des stratégies qui me permettront de surmonter cette difficulté. Alors, pour tout d'abord faire le plan un petit peu de cette matinée, nous allons regarder une petite vidéo qui présente une dizaine de minutes de rituels en maternelle, que je vais commenter bien sûr. Ensuite, nous passerons au dernier point de cette partie sur le langage, qui est la lecture d'albums. Cette lecture d'album, elle va nous prendre au moins 3 séances. Cette première séance que nous ferons donc ici sera consacrée à une notion qui est celle de la compréhension en lecture. Et puis les 2 autres seront de l'application sur la compréhension en lecture. De fait, je vous ai distribué lors de la précédente séance un petit album. On avait l'histoire du cauchemar. On a vu que les élèves, dans le champ du récit, progressent au cours d'une année, qu'ils ne maîtrisent pas un certain nombre de notions tant qu'ils n'ont pas la temporalité. Quand ils ont la temporalité, quand ils sont entrés dans le langage d'évocation, eh bien, à partir de là seulement, est possible la compréhension du récit. Il y a au bout un petit album qui concerne un loup. Vous aviez les images d'un côté et le texte de l'autre. Donc, on commencera par celui-là, mais ça, ce sera une prochaine séance. Aujourd'hui, on va s'intéresser davantage simplement à la compréhension en lecture. Mais nous allons commencer par une petite vidéo. Cette petite vidéo, elle se trouve dans les banques de données de Canopé. Vous savez que Canopé, c'est un réseau d'outils pédagogiques. En général, Canopé se trouve associé aux INSPE, c'est au rez-de-chaussée pour nous. Historiquement, Canopé s'appelait le Centre national, puis régional, puis départemental, il avait 3 niveaux, de documentation pédagogique. C'était le lieu où étaient stockés les manuels, étaient stockés les outils pédagogiques, les boîtes contenant le matériel dont tout enseignant peut avoir besoin dans son cours. C'était donc le lieu qui centralisait tous les outils pédagogiques dont un enseignant pouvait avoir besoin.
Donc, tous les enseignants d'un département venaient à Canopée prendre ceci ou cela, emprunter ceci ou cela. Et puis, avec la diversification, ou plutôt la réduction, ça veut une diversification, c'est une réduction de la pédagogie à des champs qui sont purement informatiques, Canopée est devenu maintenant plutôt fournisseur de formation pour les enseignants. Il n'empêche qu'ils ont un site qui s'appelle BSD, Canopée-BSD, gratuit, il faut juste se créer un mot de passe et un code, sur lequel on trouve beaucoup de vidéos. Une remarque sur les vidéos qu'on peut trouver, sur YouTube, on trouve aussi beaucoup de vidéos. Mais sur YouTube, n'importe quel con, moi le premier, met les vidéos qu'il souhaite mettre sur YouTube. Hein. Vous avez peut-être vu déjà que, voilà, j'en ai mis moi plein. Canopée, l'avantage, c'est qu'elles sont validées par une équipe pédagogique et scientifique. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est une dizaine de minutes au cours de laquelle l'enseignante accueille ses enfants, ses élèves, pas ses enfants, ses élèves, accueille ses élèves, et puis, ce qui m'intéresse, c'est l'échange qui existe entre l'enseignant et l'élève. Il y a quelque part dans les documents d'accompagnement de l'école maternelle cette idée que l'enseignant parle chaque jour à chaque enfant, ou parle tous les jours à tous les enfants. Tous les jours, il faut placer chaque élève dans une situation de parole. Alors, ça peut être en le désignant comme responsable d'une activité, d'un rituel, ça peut être dans le temps d'atelier, mais c'est aussi dans l'interaction immédiate et très ponctuelle dans la journée que peut faire un enseignant avec un élève. Vous allez voir, par exemple, à un moment donné, l'élève arrive, il a un pull particulier, et puis on va lui faire verbaliser sur ce pull. Rappelez-vous qu'un enfant, ça fait des phrases de 3 mots. Petite section. 5 mots, moyenne section. 7 mots, grande section. Et que ce passage de 3 à 5, il est permis. Pourquoi? Par quoi? Par le fait que l'enfant entend du langage. La grande différence entre l'écrit et l'oral, c'est que l'écrit demande un apprentissage qui passe par la discrimination des formes visuelles des lettres et la discrimination auditive des sons, et de la mise en relation de ces deux discriminations-là, alors que l'oral, la structure de phrase, elle va s'enrichir par l'écoute. C'est quand même un apprentissage. Si vous prenez par exemple les adjectifs de couleur, ils sont d'habitude après ou de taille, ils sont d'habitude les uns après, les autres avant. On dira un petit garçon, un grand chien, la taille c'est avant le nom, la couleur c'est après, noir, rouge, vert. On a quelques exceptions qui tendent à devenir des noms propres d'ailleurs. On a le méchant loup, le grand méchant loup, théoriquement c'est le grand loup méchant. Mais grand méchant loup, le méchant est avant, ça tend à devenir un nom propre, son nom à lui. C'est la même chose sur mère grand. Vous allez voir votre grand-mère, vous n'allez pas voir votre mère grand. Et mère grand, c'est devenu le nom finalement de la grand-mère, son prénom, autant que. Quoi qu'il en soit, comment deviner que les adjectifs de taille sont avant, que les adjectifs de couleur sont après? Il n'y a aucun moyen de le deviner. Juste, quand on a entendu 500 fois des groupes nominaux expansés, il y a des clics qui se fait et on sait où placer les mots. C'est la même chose sur les conjugaisons. Les conjugaisons, les élèves maîtrisent les terminaisons des conjugaisons en les entendant. D'où un rôle très essentiel, mais ça ce sera un cours à part, un rôle très essentiel de l'enseignant, c'est de prendre ce qu'envoient les élèves, de le modifier, de le restructurer s'il y a un problème, de l'enrichir, pour le restituer et lui faire verbaliser. L'élève dit j'ai un camion, eh bien on lui dit tu as un grand camion, tu as un camion vert, tu as un jouet en forme de camion.
on prend ce qu'il nous envoie, on lui montre comment il peut être étendu et on lui restitue. Mais ce n'est pas une activité dans laquelle on dit, tu vois, tu peux rajouter des éléments ici ou là. Non, c'est par l'écoute. Il envoie, j'ai un camion, on lui dit, tu as un camion vert, il n'aura entendu que camion plus vert. Et ça ne se fait pas en continu dans la classe, sinon on passe son temps à faire ça. Si chaque fois qu'un élève prend la parole, on fiche tout, on enrichit, on restitue, on lui fait répéter, c'est plus un cours, c'est un système de perroquet qui se met en place. Non, c'est justement dans les temps interactivité ou dans les temps de rituel ou dans les temps d'accueil que l'élève parle et puis on en a 2, 3 autour de nous, donc on peut se permettre de enrichir leur vocabulaire, enrichir leur structure de phrase en les faisant répéter. Si on fait ça à chaque fois qu'un élève parle dans le coin regroupement, ben, ça devient autre chose. C'est une remarque que je ferai aussi à plusieurs moments et sans doute que les PMF feront. Quand on est dans le coin regroupement, c'est-à-dire quand on a ces 25 élèves autour de soi, il faut bien sûr tenir compte de la parole de chacun, mais il faut éviter de tomber sur des systèmes d'interaction maître-élève unique. Parce que si chaque fois qu'un élève dit quelque chose, on lui répond, ils vont très vite comprendre que pour attirer l'attention du maître, de la maîtresse, il faut dire quelque chose. Donc ça devient en fait un système d'échange qui n'est pas du tout construit, mais qui est juste de questions-réponses, réponses-questions, interaction. Le coin rituel, il a quand même un objet d'être en collectif, donc d'apporter quelque chose de collectif. Bon. Démonstration avec cette petite vidéo qui s'appelle Dans la classe de Pascal, 5 octobre. Je ne sais pas. Écrivez-le là. Écrivez. La caméra se perturbe un peu. Donc, un dispositif un peu différent de celui dont je vous ai parlé, mais qui reste le même, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une carte avec la photo plus le nom au bout, on a sur un tableau de la maison des présents, on a le modèle, la photo. Donc, les élèves savent qu'ils doivent mettre leur étiquette là où se trouve leur photo, ça c'est le degré 0, je me reconnais. Deuxième degré, ils doivent savoir qu'ils mettent leur étiquette là où se trouve le même modèle que sur l'étiquette. D'où cette question-là, est-ce qu'il est à l'endroit ou est-ce qu'il est à l'envers? Question qui n'a l'air de rien. L'élève d'ailleurs pense que si on lui pose la question, c'est qu'il est à l'envers, donc instinctivement elle retourne, mais c'est pour habituer l'élève à comprendre qu'il y a un ordre des lettres, mais surtout il y a un sens des lettres. Cela se complétera dans tous les coins de toutes les activités en atelier, en autonomie, dans lesquelles on proposera aux élèves des activités dans lesquelles il y aura leur nom. Et puis, ils auront des étiquettes qu'ils devront coller en respectant le modèle. Et ça, c'est un exercice qui est d'une extrême difficulté. Pour nous, on a l'impression que c'est évidemment, mais parce qu'il y a tout d'abord toutes les possibilités de ne pas mettre dans l'ordre. Hein, rappelez-vous qu'on lit de manière globale, ce qui fait que les élèves ils voient ça, ils reproduisent quelque chose qui, grosso modo, peut se trouver avec ça, mais dans un ordre plus ou moins différent. Et puis ensuite, il y a toutes les possibilités d'inverser la position des lettres. Donc, faire en sorte qu'il y ait un respect de ce que l'on voit, c'est compliqué. En général, il y a des progressions. Le niveau 0 de difficulté, enfin, il n'y a aucun niveau 0 de difficulté. Le premier niveau de difficulté, ce serait de reproduire dessus. Donc, on a une étiquette L et on va la reposer par-dessus. Une étiquette E, donc on essaie de coller terme à terme, mais sur le même support.
Deuxième degré, ce serait de distinguer le support. Ça explique, ça demande qu'on ait déjà une notion de transfert. Que les cases blanches sont en fait des cases de transfert par rapport aux cases occupées. Ça coule pas de source. Et puis, le troisième degré de difficulté, ce serait d'avoir des lettres parasites. Des lettres parasites qui ne sont pas à placer. Aucune question qui n'a l'air de rien. Est-ce que ton étiquette est à l'endroit? Ben, c'est pour vérifier si l'élève a conscience que ce qu'elle place comme étiquette là sous sa photo, ça doit être mis en relation, non pas simplement avec la photo, mais avec l'écrit. Donc repérer l'écrit par rapport à son écrit étiquette. C'est très bien réaliste, c'est très bien de l'avoir retrouvé. Parce qu'au début, tu peux la mettre à l'envers, tu l'as retournée. Et c'est dans ce sens qu'on peut le lire. Il a même une idée sur son t-shirt, moi, même. Oui, je vois, elle. Oui, c'est vrai, tout à fait, très bien. Moi, ça c'est de lui dire qu'il a John God, si ce n'est pour faire de la sociabilité, mais rien du tout. On n'a pas spécialement de la sociabilité avec un enfant de 4 ans, 3 ans en l'occurrence. Mais c'est pour le faire entrer. Tu as des bottes jolies. Non, c'est des jolies bottes. Cet adjectif-là, il est avant. Qu'est-ce que tu as sur ton pull? Un papillon. Ah, voilà, du vocabulaire. Est-ce que l'élève, il sait qu'il a un papillon? Est-ce qu'en tout cas, il entend sans doute de ses parents, il le voit sur ce pull, bah, il va essayer de mettre le nom, le mot sur le nom. Tout est bon pour acquérir du vocabulaire. Tout est bon pour acquérir de la structure de phrase. Et là, on va assister à une situation assez intéressante, c'est qu'un enfant, finalement, a compris une chose, c'est qu'on place l'étiquette quelque part sur le tableau, mais pas dans cette maison des présents-là. Et l'enseignante va essayer de lui faire comprendre que partant de là, il doit aller plutôt par ici, et elle va tenter un acte de sociabilité, c'est-à-dire tenter de faire en sorte que l'élève écoute une autre élève. Donc, l'élève B devra expliquer à l'élève A ce qu'il faut faire, et l'élève A devra écouter l'élève B. Et le problème, c'est que même moi, j'ai du mal à me faire écouter de vous parfois. Alors, quand on parle à 3 ans, c'est encore plus difficile d'interagir. Parfait. Ok, tu la mets. Tu la mets? C'est bien. C'est très bien, bien. Tu peux aller jouer. Aujourd'hui, tu vas bien? Maman, elle vient te chercher tout à l'heure, tu le sais. Qu'est-ce que c'est ça? Ce qui est écrit là? Très bien, c'est vrai. Tu l'accroches? Ouais. Elle est où le tableau bleu? C'est la tienne? Tu es sûr? Oui. Vas-y, accroche-la. Mais dans le tableau bleu. Voilà le tableau bleu. Il est où? Tu le sais, mais tu peux le dire à Kylian, alors, parce que je crois que Kylian, il n'a pas dit. Viens. Oh merde, il est en train de faire plus que lui. Et dis-lui à Kylian, il n'entend pas là. C'est là, tu crois qu'il faut le mettre? Voilà, elle t'explique. Montre-lui, là, explique-lui. Le mettre là. Le mettre là, donc c'est le mettre là. Pas de 3 mots. C'est pareil. Et donc, bon, ça marche finalement. Donc, que font les enfants pendant ce 8h30, 8h40
une période au cours de laquelle tout le monde arrive, eh bien, ils font des activités qui sont des activités d'exploration du monde et d'exploration de l'espace. On peut leur mettre sur des tables des puzzles, on peut leur mettre des caplas, on peut leur mettre toutes sortes de jeux. Il y a des coins cuisine, vous avez vu avec un petit téléphone, un coin avec des voitures, un coin avec... Bon, l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils manipulent des objets pour prendre conscience bien, de l'existence de ces objets. Et puis, dans l'idéal, petit à petit, ils vont interagir dans ces coins-là, mais ce n'est pas la peine d'essayer, dans ces temps de regroupement, de forcer l'évolution. C'est un coin d'accueil. En général, ils n'interagissent entre eux absolument pas. À la rigueur, ils se prennent des jouets, ils se piquent des jouets, mais chacun est vraiment dans son coin à jouer à côté des autres. Vraiment très très peu de petites sections de capacité à fabriquer un collectif. Ça vient petit à petit. Ça vient petit à petit. Donc pourquoi un téléphone? Pourquoi des éléments de cuisine? Pourquoi des voitures? Pourquoi parce que c'est aussi un stade de développement pour pouvoir prendre conscience de l'espace qui l'entoure, il faut aussi pouvoir arpenter, mesurer, toucher cet espace. Des activités donc qui consistent à prendre des objets par là, à les bouger, à les manipuler. C'est pas du tout gratuit. Ça fait partie de la maîtrise du corps dans l'espace. Je vous donne un exemple pour que vous, un peu comparable pour que vous compreniez la chose. Dans des activités d'atelier en autonomie, on donne une paire de ciseaux aux enfants quand ils sont en capacité de les tenir, moyenne section, et puis on leur fait découper n'importe quoi dans des magazines. Ils font des copeaux, ils font des... Ça sert à quoi? Ben, ça sert au fait que pour pouvoir à un moment maîtriser le geste du découpage fin, suivant des concours, il faut des contours, pardon, il faut déjà être capable de découper n'importe quoi, tenir le ciseau, faire le geste. De même, on leur fait faire des confettis, des petites presses qui font des étoiles, qui font des éléphants, qui font des... Et ils confettisent, bah, a priori, ça ne sert à rien si ce n'est à mettre des confettis partout. Si, ça sert beaucoup parce que c'est un geste très particulier. C'est un geste sur lequel il faut transférer son poids. Donc, on peut évidemment presser comme ça, simplement sur la machine, mais il faut aussi se basculer pour obtenir l'effet recherché. Ça apprend quoi? Ben, ça apprend que les outils, ils ont un mode d'usage et que cet outil il est en relation avec le corps. Si vous voulez faire rouler une voiture, eh bien, faut bouger les bras. Ou alors, il faut bouger le corps. Si vous voulez faire des confettis, eh bien, il faut se tenir plutôt debout. Il faut plutôt presser à certains endroits. Tous les outils ne sont pas livrés avec un mode de fonctionnement, un mode d'emploi, mais tous les outils nécessitent un emploi particulier. Et ça aussi, très curieusement, c'est ça. Ce n'est pas idéal. Il a fait un train qui vole. Non, je ne sais pas si on devrait s'inventer. Ça ressemble à un hélicoptère. Ah oui, tu vois? Oui, regarde, avec les hélices qui tournent comme ça, c'est pour ça un hélicoptère. Autant dire qu'à cet âge-là, personne ne sait ce que c'est qu'un hélicoptère, mais voilà, c'est de l'enrichissement. Écris sur le tableau, bah oui, d'accord. C'est comme hier, et toute la semaine. C'est clair. Alice, tu peux nous apporter l'étiquette des absents alors? Tiens.
Il n'y en a pas. Pas de chance. Bien, merci Clarisse. Il y en a Pas de chance, parce que c'est très utile quand il y en a. Parce que justement, ça permet de développer des compétences. Doigts, deux doigts, trois. Bon, alors, ça sert à quoi ça? Au moins 3 compétences qui sont manifestées ici. 3. Oui. Alors, soyons plus précis. Quoi dans le langage des mathématiques? 2 choses. Voilà. L'identification d'unité. Voilà, bah ça sera une unité. C'est une unité, ça fait 2, unité, voilà. Bon, premier élément. Deuxième élément en mathématiques. Non, non, mais sur cette activité des doigts, on va apprendre la suite numérique. Ça, c'est un aussi, ça, c'est un aussi, ça, c'est un aussi, ça, c'est un aussi. Ça, c'est apprendre à dénombrer. Mais après, il y a une suite numérique, c'est-à-dire que quand on en a comme ça, c'est pas 1, ce serait 111 si on était en langage binaire, mais non, c'est 1, 2, 3. Il y a une suite numérique qu'il faut apprendre. Donc, suite numérique à 5, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5. Donc, les unités, 1, dénombré. Ensuite, la suite numérique, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Une autre compétence qui est celle de l'usage de son corps et de ses mains. Pour entrer dans la motricité fine, il faut quand même savoir utiliser toutes sortes d'outils. Donc, il faut savoir maîtriser ses mains, ce serait la troisième. Et il y en aurait une quatrième compétence, ce serait en langage. Main de main. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Demain, je ne sais plus quelle est la rime qu'elle fait, entrer dans le langage avec des assonances, c'est-à-dire la répétition de sons identiques. Jeu sur le langage, fabriquer des phrases, des mots, relier des mots les uns avec les autres. Main de main. Ça n'a pas de sens en soi particulier. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ma main à deux mains. Mais ça fabrique l'idée, auditive en tout cas, que les mots, ils sonnent dans des relations, ils se ressemblent. Oui, une activité toute bête, une activité dont on pourrait se dire qu'elle est assez gratuite, et là, au moins 4 compétences, une dans la maîtrise du corps, la main, une en mathématiques et une en langage. Maternelle, 3 grands champs, le corps dans l'espace, le langage mathématique, l'acquisition du langage. Et donc, cette activité-là, elle... 4 doigts, 5 doigts. Elle coche toutes les cases. 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, à deux mains. On explique le travail maintenant, donc on va travailler aux tables. Ensuite, donc on va travailler avec ces petits et moyens mélangés. Ensuite, on ira où? Comment? Dans la salle de jeu. Ensuite, la récréation. Et quand on revient, on travaille les petits sur un atelier. Planning de la matinée. À quoi ça sert? Dans 5 minutes, il ne s'en rappelle plus. Mais ça sert quand même à quelque chose. Dites-moi. Une journée structurée. Et donc, c'est dans quel objectif? La maîtrise de la temporalité. Langage d'évocation, temporalité. Pour qu'on puisse comprendre un récit, pour qu'on puisse faire des hypothèses, pour qu'on puisse se placer soi-même dans le temps, il faut avoir conscience que le temps, il se décline sur un axe, qui est justement l'axe temporel. Donc, même si dans 5 minutes, il n'y en a plus un qui se rappelle de ce qu'on vient de dire, il n'empêche qu'ils entendent 1 fois, 2 fois, 20 fois dans la semaine, 4 jours, au moins 8 fois, matin, après-midi, plus on leur rappelle quand on change d'atelier des importances de phase les unes par rapport aux autres, 20 fois, 30 fois, ils entendent qu'on est un maintenant où il va se passer quelque chose. Et à force d'entendre qu'on est dans un maintenant qui suit un avant et puis qui précède un après, eh bien, se construit petit à petit cette idée
de temporalité. Quels outils? Alors, des outils, on peut avoir des petites photographies qui se succèdent avec qui symbolisent les différents points. Par exemple, on a une photographie avec le point cuisine. Ça implique le temps d'accueil. Voilà, on était dans le point d'accueil. Qu'est-ce qu'on fait dans le temps d'accueil? On joue et on a une photo qui représente ce temps d'accueil. Deuxième, on a une photo des bancs du temps de regroupement. Activité ensuite, temps de regroupement. Ensuite, on a photographie d'une table avec des activités dessus. C'est le temps d'atelier. Ensuite, des objets de la salle de motricité, c'est l'objet. Et on a un curseur qu'on fait descendre à un élève pour symboliser cette transmission. Le temps, c'est conceptuel. C'est une idée qu'on a dans la tête. Pour le symboliser, eh bien, si on a des objets visuels, ça permet davantage de le rendre matériel, de le rendre palpable. Une photographie où on a le coin avec les manteaux, c'est le temps où on va partir. Ce que va donc faire ici l'enseignante, c'est expliquer comment va se dérouler la matinée. Et ça va se succéder avec un temps qui pose souvent problème, et vous allez le voir, c'est l'explication de ce qu'on va faire en atelier. Et donc, ce temps d'explication, laisse le voir et on en parle. Qu'est-ce qu'il y a déjà? C'est quoi? Et c'est-à-dire qu'on n'appuie pas avec la colle, mais doucement. On caresse le papier avec la colle. Et avant, on retourne le papier. À quoi sert cette activité-là? Elle sert évidemment à réactiver ce que les élèves ont fait hier. Réactiver ce qu'ils ont fait hier. Quel outil ont-ils pour réactiver? Eh bien, ils ont l'image. Il y avait un atelier où on colle. Qu'est-ce qu'il y a sur l'image? Je n'ai pas bien vu ce qu'il y avait sur l'image. Admettons qu'il y a un tube de colle. Donc, ceux qui l'ont déjà fait, cet atelier, à partir de la vue, donc langage en situation, voient le tube de colle, transfèrent ça dans ce que c'est, un tube de colle, et doivent verbaliser d'abord ce qu'on fait avec un tube de colle, mais aussi quelle était la nature de ce qui a été fait hier. Donc, on passe du langage en situation à du langage d'évocation. Je me rappelle de la veille. Je verbalise des éléments qui sont liés à cet objet que je vois. Et cet objet-là, vous pouvez me dire, c'est un stylo. Bon, d'accord, c'est un stylo. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec un stylo? Eh bien, là, c'est du langage plus complexe, qui va vers le langage explicatif, vers ce langage d'évocation. Quoi avec cet objet? Donc, c'est un temps rituel en imaginant qu'il y ait 4. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'élèves, hein, ils sont au moins 25. L'enseignant va être ici. Conséquence de quoi, on va dire, Axel, assistante ici. Il y a 2 ateliers en autonomie, et puis 2 ateliers, un dirigé et puis un accompagné. Que fait l'enseignante? Eh bien, elle va faire verbaliser, pour les faire entrer dans le langage d'évocation, les enfants sur ceux qui ont déjà fait les différents ateliers. La question qui se pose, c'est est-ce que cette activité-là, on l'a fait en temps regroupement ou pas? Si on a dit qu'on commence à 9h40, 8h40, pardon, 8h40. Absence. Absence présente, présence au moins 10 minutes. 5 minutes, 10 minutes. Comptez les présents, comptez les absents. Encore 5 minutes. Rituel de temps, le jour que nous sommes. 5 minutes. Les petits jeux de doigts, une petite chanson, 5 minutes. Ça fait 20 minutes qu'on est avec des enfants autour de soi qui sont assis. Explication des ateliers, 5-10 minutes.
il y a un moment où ça devient trop. Ça devient trop, où les enfants ne peuvent pas supporter de rester aussi longtemps assis. Donc, il faut gérer son temps de rituel. C'est 20 minutes le temps de rituel. Au-delà, non seulement c'est plus efficace, parce qu'ils en ont marre, ça devient un peu cacophonique, parce que chacun a envie de faire autre chose. Et puis, de toute façon, ce n'est pas efficace au point de vue de l'écoute des uns. Oui, dites-moi. Alors, il peut y avoir passage aux toilettes. L'idéal, c'est quand même de demander aux parents à 8h30, quand ils amènent leurs enfants, de se débarrasser de cette affaire-là. Passage aux toilettes, dans ces conditions-là, peut-être le faire juste après l'explication des différents ateliers. Pour la mise en place des ateliers, l'atelier 2, par exemple, et 3 vont aller aux toilettes avec la TSEM, pendant que l'atelier 1 et 2, bah, vous les gardez avec vous pour commencer l'activité. Ce que je veux vous dire là, c'est que, en fait, quoi qu'il se passe et dans toutes les circonstances, l'enseignant, lorsque les ateliers vont commencer, l'enseignant devra aller dans chacun des ateliers pour expliquer ce qu'il faut y faire. Parce que 10 minutes avant, quand on explique un atelier, 2 ateliers, 3 ateliers, personne n'écoute véritablement au bon moment, tout le monde est un petit peu détendu, dissolu dans son attention. Donc l'enseignant devra passer dans chaque atelier pour expliquer ce qu'il faut faire. Donc quel est l'intérêt de consacrer un peu de temps en collectif pour expliquer cela? Ben, c'est juste un atelier de langage. C'est-à-dire que vous allez faire verbaliser à ceux qui ont déjà fait l'atelier ce qu'ils ont fait, pour les faire entrer dans ce langage d'évocation. L'objectif, c'est vraiment, je parle de ce que j'ai fait. Et ça n'a pas véritablement d'intérêt pour les autres élèves. Regardez ce que les autres ont fait pour faire pareil. Ça peut avoir un intérêt pour un certain nombre d'élèves. Mais le vrai objectif de cela, c'est de les faire entrer dans ce langage d'évocation. Alors, si ça prend trop de temps, puis si c'est trop dissolu, ça perd de son efficacité. Donc, la grande question, vous voyez, il est 9 heures. Où est-ce que vous en êtes dans vos rituels? Si à 9 heures, vous êtes prêt à envoyer les élèves en atelier, bah, vous expliquerez les ateliers à chaque groupe. S'il est un peu plus tôt parce qu'il n'y avait pas d'absent, parce que vous êtes allé plus vite, bah, à ce moment-là, vous pouvez consacrer 5 minutes à faire verbaliser. Ça permet de construire le temps, ça permet d'enrichir la parole, ça permet d'associer le visuel et la parole. Bon, ça, c'est quand même utile. C'est quand même utile de voir comment, que tout le monde voit comment un élève voit un objet, puis se rappelle ce qu'il a fait. Il y en a un qui a dit, il faut caresser le support. Il ne faut pas appuyer comme un bourrin sur le papier avec le tube de colle. Caresser le support, bon ben, voilà, c'est bon que tout le monde l'entende. Quand on vous visitera, ceux qui sont en maternelle l'année prochaine, c'est une question que vous devrez vraiment vous poser de l'explication des rituels, pardon, des ateliers, en point regroupement ou pas. Un jour, vous pouvez le faire, un jour, vous pouvez ne pas le faire. C'est vraiment une question de gestion du temps et de l'attention des élèves. Bon, alors, il y a des rituels de l'après-midi, il y a des rituels de date, on verra ça postérieurement. Sur Moodle, vous avez un petit fichier qui s'appelle compétences des rituels. Il y a les rituels autour de l'appel, les rituels autour du temps qu'il fait et les rituels autour du temps qui passe. Et qui essaie d'expliquer que, je mettrai un œil là-dessus, c'est que les rituels, ils ont des fonctions dans les grands champs qui sont les champs de la maîtrise. Par exemple, dans le vivre ensemble et dans la sociabilisation et dans le corps, dans l'espace, dans la maîtrise de la langue, dans la fabrication du discours et en l'occurrence aussi dans la compréhension des outils. Qu'est-ce que c'est qu'une étiquette? Qu'est-ce que c'est qu'un calendrier? Qu'est-ce que c'est qu'une horloge? Qu'est-ce que c'est qu'un agenda avec tous les mois qui sont dessus? Et il y a bien sûr des compétences en langage oral, mais il y a aussi des compétences de déduction dans ce qui est le champ du langage écrit. Et par exemple, identifier des mots connus, reconnaître, utiliser un code, reconnaître dans plusieurs écritures son prénom, déduire
à partir d'une lettre le son qu'elle fait, déduire à partir d'une lettre le nom des absents. Tout ça, c'est des compétences de discrimination visuelle qui sont nécessaires pour l'entrée dans l'écrit. Donc, vous jetterez un œil, c'est dans spécificité, dans EMA 90 suite, c'est dans la partie, un dossier qui s'appelle rituel en spécificité maternelle. Bon, alors je voudrais qu'on progresse sur le dernier champ qui va me prendre plusieurs cours d'affilée, qui est celui de la compréhension, de l'usage des albums et de leur compréhension. Donc on avait les rituels, et on a maintenant les albums. Alors pour parler de ces albums, nous allons... Oui, ça, attendez, je... Bien. Nous allons passer par plusieurs étapes. Parmi ces étapes, la première, ce sera une analyse en deux temps de ce qu'est la compréhension. La compréhension. Compréhension, nous allons avoir deux petites étapes là-dedans. Une deuxième qui sera l'analyse d'album. Enjeu, et puis construction de fiches de préparation de séance et de séquences. Donc sur les albums, hier, la dernière fois, je l'avais annoncé rituel, c'était un temps, puis après, le langage à travers les albums. Dans les faits, cette partie album se divisera en 4 temps, 2 pour aujourd'hui et 2 pour la prochaine fois. La compréhension des albums et l'usage des albums, c'est une activité extrêmement quotidienne et c'est une activité extrêmement importante. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, je crois, que les psychologues du développement, je ne suis pas, analysent les progrès des élèves dans le terme langagier et constatent un enfant, à qui on lit une histoire entre ses 0 et 3 ans quotidiennement, il a une maîtrise du langage jusqu'en CP qui est équivalente à 1 an sur ceux à qui on ne lit pas l'histoire. Autrement dit, l'élève de petite section a un langage d'élève de moyenne section, l'élève de CP a un langage d'élève de CE1. Donc c'est extrêmement important de fréquenter des albums et de fréquenter des histoires qui, même si elles sont incompréhensibles dans leur sens ou dans leur structure, enrichissent cérébralement la structuration de la langue. Il y a une question qui se pose d'ailleurs sur la télévision, je crois que vous l'avez déjà dit. Les enfants qui sont élevés devant la télévision, qu'on met devant la télévision, ils ont à terme des déficits en termes langagiers à l'oral. Mais il n'empêche qu'ils ont une structuration de la langue et un vocabulaire qui est un peu supérieur à ceux qui ne regardent pas la télévision. Donc à terme, ça pose problème. Mais dans l'immédiateté, ce n'est pas si catastrophique que ça en quelque sorte, dans la mesure où ils entendent des phrases complexes toute la journée qui sont dans la télévision. Et même s'ils ne les comprennent pas, même s'ils ne les réinvestissent pas, même s'ils ne les utilisent pas, ces phrases qu'ils entendent, il n'empêche qu'ils sont accoutumés à entendre du langage. Et comme je disais tout à l'heure, l'acquisition, elle se fait beaucoup par l'ouïe, par l'écoute. Donc la télévision, c'est une grosse source tout de même de phrases. Simplement, ça a deux conséquences extrêmement graves pour les enfants d'être mis tout le temps dans la télévision, surtout très jeunes. C'est d'abord la dimension passive, à savoir qu'ils ne sont pas en situation de production, mais simplement de réception. Ça, c'est la première chose, c'est la passivité de la réception. Et puis, la deuxième chose, c'est dans la compréhension et l'appréhension du monde. Ils sont statiques devant un écran.
Or, l'objet, quand on est petit, à 1, 2, 3 ans, 4 ans, c'est justement de circuler pour maîtriser le monde. Mais on ne peut rien maîtriser de la télévision. On ne peut pas toucher les objets qui sont à l'intérieur des images de la télévision. Or, on peut toucher les objets qui sont sur une table, qui sont par terre, qui sont... Donc, en appréhension, en motricité, compréhension, appréhension du monde, déficit, et puis en production orale, déficit aussi. Donc, il y a plus de négatifs que de positifs à mettre les enfants devant la télévision. Premier point, qu'est-ce que l'analyse et la compréhension d'un texte? Et je vais vous faire là un petit schéma. Ce petit schéma, il aura pour objet de vous montrer ce qu'un littéraire, il regarde quand il analyse un texte. Qu'est-ce qu'un littéraire regarde quand il analyse un texte? Donc, un petit schéma. Schéma qu'on pourra appeler le schéma de l'analyse littéraire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur un texte? Alors, tout d'abord, donc on va petit schéma, analyse. Le critique littéraire, celui qui analyse le texte littéraire, il tout d'abord place au centre de son étude ce qui est justement les textes. C'est-à-dire que la question qu'on se pose, c'est celle de la découverte, la mise en évidence de l'émergence des lignes de force, des structures, des écritures de ce texte. L'objet d'une analyse textuelle, c'est le texte. C'est la différence avec les autres disciplines. Si vous prenez par exemple un sociologue, l'objet du sociologue, c'est la société. Et ce sociologue, il peut se servir des textes pour comprendre la société. Mais son objet, ce n'est pas l'élucidation du mystère du texte. Il fait une instrumentalisation du texte. C'est la même chose pour les historiens. Sans doute certains d'entre vous sont issus d'une licence d'histoire. Dans une licence d'histoire, on étudie très souvent les sources littéraires de l'histoire. Vous voulez savoir des choses sur les Gaulois, vous allez étudier Jules César. Vous allez étudier Strabon, un historien grec. Ce sont des auteurs littéraires, mais on ne les utilise pas pour comprendre comment ils écrivent, mais parce qu'on a un autre objet qui est les Gaulois. Donc, ce qui est au centre du schéma d'analyse d'un sociologue ou d'un historien, ce n'est pas le texte, c'est la société, c'est un phénomène historique. Si je prends un autre exemple, deux autres exemples qui sont peut-être connus de vous, la psychanalyse, par exemple, qui a pour objet l'élément central, ce serait la connaissance de l'inconscient humain, du fonctionnement cérébral humain, sachant que la psychanalyse est quand même un petit peu dépassée quant à sa connaissance du fonctionnement cérébral. On a fait quand même en un siècle des progrès très particuliers, très précis, très larges sur le fonctionnement du cerveau que Freud ne pouvait pas maîtriser. Freud passe son temps à analyser des textes littéraires. Le phénomène central qu'il analyse, c'est une sorte de ce qu'il appelle un complexe, c'est-à-dire une relation entre les enfants et leurs parents. Il appelle le complexe d'Édipe. Édipe, c'est un personnage de la mythologie qui est exploré par des textes littéraires, des grands auteurs grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ, Euripide, Sophocle. Donc, la construction même de l'analyse du inconscient par Freud, c'est des analyses qui s'appuient sur des textes. Mais son objectif, ce n'est pas d'analyser des textes, c'est d'avoir une connaissance intellectuelle, psychologique, de l'homme. De façon identique, si vous lisez Karl Marx, par exemple, vous verrez dans Karl Marx que Marx passe son temps à analyser les textes. Il aime beaucoup Balzac, par exemple, mais il déteste Zola.
Donc, il y a des textes, des pages entières de Karl Marx sur Balzac et sur Zola. Mais son objectif, c'est pas de faire de l'analyse littéraire, c'est de comprendre le fonctionnement d'une société. Donc, le littéraire, lui, son objet, c'est de comprendre comment fonctionnent les textes littéraires. Et pour ce faire, eh bien, il y a des axes. Il y a des axes, il y en a 5, grosso modo, 5 grands axes qui permettent d'analyser un texte littéraire. Le premier axe historiquement apparu, c'est celui qui consiste à regarder en quoi le texte est issu, est héritier, est l'enfant d'une époque. Ça porte un nom un peu particulier en critique littéraire, c'est ce qu'on appelle le contexte de production. Texte, c'est-à-dire l'époque de production d'un texte. En gros, toute œuvre est héritière et le produit du siècle qui l'a vu naître. Pourquoi c'est la première? Eh bien, parce que déjà les Romains faisaient ça. Les Romains faisaient ça. On a un grand auteur latin du 1er siècle avant Jésus-Christ qui s'appelle Lucilius. Lucilius, qui est un auteur de satire, c'est-à-dire de textes humoristiques, de textes mordants sur les individus. Et dès le 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons des commentaires des œuvres de Lucilius qui essaient de les placer dans leur époque. S'il a dit telle chose sur tel individu, c'est parce qu'il avait des grandes oreilles ou il avait un grand nez. Et donc la plaisanterie vient du fait que le personnage dont il est question avait telle ou telle particularité physique. Donc on se dit, voilà, pourquoi le texte est-il comme ça? Eh bien parce qu'il a été produit à une époque très particulière. Pourquoi le théâtre classique français, il est comme il est? Pourquoi nous avons, par exemple, l'interdiction de se battre sur scène? Vous savez que dans le théâtre classique, on n'a pas le droit de se battre sur scène, contrairement au théâtre, par exemple, britannique de la même époque. Chez Shakespeare, on s'assassine sur scène, on se suicide sur scène, on étrangle sa femme sur scène. Dans Othello, on a des batailles rangées entre armées sur scène. On brûle Jeanne d'Arc dans Henri V sur scène. Bon, bref, il y a tout un ensemble de scènes violentes qui sont reproduites sur la scène du théâtre. En France, pas du tout, à la même époque. Ben, pourquoi? Ben, parce que nous sommes dans un grand mouvement qui est celle de la domestication de la noblesse par Louis XIII puis par Louis XIV, où on essaye de faire en sorte que les nobles arrêtent de se battre à tout bout de champ. Richelieu, par exemple, nous sommes sous Louis XIII, interdit le duel. La conséquence, c'est que quand, dans le Cid de Corneille, il y a un duel entre Don Diègue et le comte, puis quand il y a un duel entre Rodrigue et le comte, eh bien ces scènes-là sont mises hors de la scène, elles sont racontées, mais elles ne sont pas montrées. Parce que c'est une époque qui veut qu'on proscrive, qu'on interdise les peines de ce type-là. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle une bataille du Cid, c'est-à-dire le fait que le Cid a fait un gros scandale lorsque Corneille l'a écrit, à cause d'une phrase et d'un geste surtout. Don Diègue, qui a perdu un duel, dit à son fils, Rodrigue, as-tu du cœur? Sous-entendu, as-tu du courage? Et le personnage, l'acteur qui joue Rodrigue, met la main sur son épée, commence à la dégainer et lui dit, tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure, si tu n'étais pas mon père, je te mettrais une raclée. As-tu du courage? Répond, enfin oui, j'en ai. Si tu n'étais pas mon père, je te le prouverais tout de suite. Eh bien, ça fait un scandale énorme. Pourquoi? Parce que nous avons une proscription des duels. Et un personnage sort presque son épée sur scène, montrant qu'il va faire un duel. C'est contraire aux règles de l'époque, ça fait un gros scandale. Pourquoi le théâtre classique il est comme ça? Eh bien, parce que c'est une époque particulière. Et toutes les œuvres, elles sont enracinées, qu'on le veuille ou non, dans leur époque. Que ce soit un film, que ce soit une chanson, que ce soit une œuvre picturale, quoi que ce soit, il y a une influence de l'époque.
Et cette influence de l'époque, on pourrait, si on voulait faire une petite distinction pour dire quoi, eh bien, évidemment, le monde, on va dire le monde des objets et des personnages. Vous prenez un tableau de Monet, un tableau de Manet, vous prenez un tableau du milieu du 19e siècle. Eh bien, ils seront habillés en haute forme, ils seront habillés avec des chapeaux à plumes, ils seront habillés avec les objets de leur époque. Bien sûr, il y a des objets de son époque dans un texte, mais habillés comme à son époque. Mais il y a aussi les mentalités, et ça on l'oublie un petit peu, les mentalités de l'époque transparaissent partout dans un texte. Si vous prenez La Casse de l'oncle Tom, qui est un roman du début du 19e siècle américain, eh bien c'est une période esclavagiste, et rien n'est plus naturel que d'avoir des esclaves, que de les faire travailler, et puis qu'ils sont, comme dit la loi française sous Louis XIV, les esclaves, ils sont meubles, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la catégorie des objets physiques. C'est des meubles. Vous avez un placard, vous avez un lit à baldaquin et vous avez un noir. Voilà, ça c'est les meubles, vous les transmettez à vos enfants. Donc les mentalités, elles sont euh, partout, hein, partout dans une œuvre littéraire. D'où une remarque sur cette dimension-là, que nous avons ces temps-ci, depuis 5 ans véritablement, mais 10 ans, un grand mouvement qui tendrait à faire en sorte qu'on réécrive les œuvres du passé pour les faire coïncider à nos mentalités à nous. Vous avez entendu cela, que les éditeurs américains veulent réécrire et réécrivent, avant de les publier, tout un ensemble de passages d'œuvres antérieures qui ne coïncident plus à nos mentalités. Tout le monde a entendu parler de Roald Dahl. C'est le grand écrivain de jeunesse de notre époque. Il est mort il y a, allez, moins de 5 ans. Roald Dahl, qu'est-ce qu'il a écrit en particulier? Charlie et la chocolaterie, mais il y a une œuvre extrêmement importante. Il y a un des romans de Roald Dahl dans lequel on tire les cheveux d'une sorcière. Et comme tirer les cheveux des filles, c'est pas bien, évidemment, l'éditeur a réécrit la scène. A réécrit la scène pour que ça ne se trouve plus. Donc on réécrit l'œuvre des morts ou l'œuvre d'avant pour coïncider à nos mentalités de maintenant. Alors c'est, soit dit en passant, c'est quand même extrêmement contestable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'une œuvre, elle dépend des mentalités de son époque. Et il faut bien accepter que les gens d'avant nous, ils ont vécu. Enfin, ils ont vécu. Et comme ils ont vécu, eh bien, il faut accepter qu'ils aient vécu. Et qu'ils aient vécu avec leurs pensées. Alors bien sûr, ils étaient esclavagistes. J'ai dit, je crois, dans un autre cours, que l'homme a été davantage anthropophage sur 300 000 ans qu'il n'est pas anthropophage. Ça fait peut-être, je sais pas, 10 000 ans qu'on a arrêté de se manger entre nous sur 300 000. Bon, ben voilà, c'est une donnée. On a des dents et on s'en sert. Donc, l'œuvre renvoie à une mentalité de son époque. C'est en général ce qui pose problème dans ce qu'on appelle les romans historiques. Parce que dans les romans historiques, on tente de faire en sorte que les personnages, les Romains, les Égyptiens, les chevaliers du Moyen-Âge, aient plus ou moins nos mentalités à nous. Vous lisez une œuvre du XVIIe siècle qui a été censée se produire chez les Romains, bah, vous apercevez qu'ils sont extrêmement XVIIe siècle, ces Romains. On a par exemple une pièce de Racine qui s'appelle Bajazet. C'est censé se passer en Turquie, et tout le monde a constaté que le Bajazet en question, il était extrêmement fréquentable au point de vue de sa dimension très Louis XIVienne. Ben, on plaque sur ce personnage-là sa propre époque, ses propres mentalités. Donc nous avons des œuvres qui manifestent des caractéristiques qui sont des caractéristiques de leur époque de fabrication. Oui, pour développer encore cette idée de roman historique, c'est aussi sur les films historiques, c'est souvent ce qui pêche, les romans, mais aussi les films, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il y a des universels qui sont les nôtres,
qui pouvait s'appliquer à n'importe quelle époque. Je vous donne un exemple simple sur Ridley Scott. Vous avez vu Gladiateur de Ridley Scott. C'est un général romain qui, pour X raison, se retrouve à se battre dans l'arène. Il y a une chose très amusante dans ce film-là que personne ne voit, sauf les latinistes, c'est qu'à un moment donné, on a la chambre de l'empereur romain. Alors, à quoi elle ressemble la chambre de l'empereur romain? Ben, si je vous dis dessinez-moi une chambre d'empereur romain, ben, vous ferez ce qu'a fait Ridley Scott. Il a un énorme lit à baldaquin avec des rideaux qui pendent, avec, etc. Or, la particularité des Romains, c'est qu'ils dorment assis. Les Romains ne dorment pas couchés. On n'a jamais trouvé un lit dans aucune fouille archéologique dans le monde romain. Pourquoi? Sauf des lits pour manger. Ben, ils mangent couchés, mais ils dorment assis. Parce que coucher, c'est la position des morts. Donc, vous mettez tout un ensemble de coussins dans votre lit, et puis vous dormez comme ça, en gros, étendu aux 3/4. Donc, un empereur romain, fut-il empereur, n'a pas de lit. Mais dans l'imaginaire normal, on dort couché. Donc, on fait une chambre d'empereur, on fait une chambre avec des lits. Ben, on transpose, oui, on télescope les époques. Télescope les époques les unes avec les autres. Donc, toujours est-il, dans un texte, on peut se demander ce qui renvoie, stricto sensu, à l'époque où ce texte a été produit, où il a été écrit. Qu'est-ce qui manifeste? C'est un livre de 1915 qui est écrit sur la Première Guerre mondiale, ben, évidemment tous les objets, les fusils, les casques, les événements, les personnages. Mais il y a aussi toutes les mentalités qui émergent de cette époque-là. Le grand axe du XXe siècle, qui a analysé cette relation entre les époques, la grande école de critique, c'est ce qu'on a appelé l'école marxiste, non pas parce qu'ils sont communistes, pas que parce qu'ils sont communistes, ils sont quand même beaucoup communistes pour une grande part d'entre eux, mais parce que c'est Karl Marx qui a initié le mouvement. Je vous rappelle que Karl Marx est d'abord un philosophe. Et son grande idée de Karl Marx, c'est de dire justement ce que je viens de dire là. C'est qu'une époque, une œuvre, pardon, elle reflète les mouvements de son époque. Et en particulier, pour Karl Marx, les tensions qui existent à l'intérieur d'une époque, ou le mode de fonctionnement d'une époque. Vous prenez une pièce de théâtre de n'importe quel vaudevilliste, vous avez un bourgeois qui vide ses rentes, et puis qui a des servants ou des servantes qui interagissent avec lui. C'est juste la structuration de l'époque qui émerge là. Quelqu'un qui écrirait une pièce de théâtre sur des personnages d'aujourd'hui, il ne mettrait pas en scène un bourgeois qui vide ses rentes, parce que ça n'existe plus beaucoup, qui aurait un majordome, une cuisinière et une femme de ménage, parce que ça n'existe plus non plus. Donc, la structuration même des personnages reflète l'époque. Donc, au XIXe siècle, ceux qui ont étudié comment les textes renvoient à cette structuration particulière d'une époque, chez Zola, c'est les années 1880 qui sont décrites, chez Rabelais, c'est les années 1540 qui sont décrites. On a appelé ça de la critique marxiste parce que c'est Marx le premier qui a fait ça. Besançon, pendant très longtemps, l'université de Besançon était spécialiste en critique marxiste. Deuxième axe, c'est la relation entre celui qui écrit et son texte. Là aussi, c'est extrêmement évident que le texte, il est maîtrisé, il est dominé, il est organisé, il est pensé par quelqu'un. Donc les envies, les particularités, la vie de celui qui a écrit, elle transparaît évidemment beaucoup dans l'œuvre qui est produite. L'exemple qu'on donne souvent de cela, c'est le fait que Victor Hugo a perdu sa fille et son gendre qui se sont noyés en barque sur un lac alors qu'il faisait une petite sortie du dimanche, et que suite à la mort de sa fille, il y a dans toute son œuvre une tonalité beaucoup plus noire. Il y a en particulier toute une série qu'on appelle Feuilles d'automne, c'est le titre d'un recueil, c'est un gros jeu de mots, hein, Feuilles d'automne, parce qu'il vieillit, donc c'est la période de l'automne, mais il écrit des textes, donc des feuilles.
des feuilles avec des feuilles dessus. Les feuilles d'Open, c'est à la fois la feuille de l'âge qui avance, mais c'est aussi la feuille qu'il écrit, les poèmes qu'il écrit sur sa vieillesse. Dont un qui est très célèbre, qui est Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, vous le connaissez, il est super flippant. Il raconte qu'il se lève très tôt le matin et qu'il marchera jusqu'au cimetière pour déposer des fleurs sur la tombe de sa fille. Ben, pourquoi ce poème? Parce qu'il a perdu sa fille. Et qui a perdu sa fille? Eh bien, l'auteur. En fonction de ses volontés, en fonction des événements de sa vie, en fonction de ses idéologies, il est pour la peine de mort, contre la peine de mort, eh bien l'œuvre, elle va prendre des caractéristiques, elle va s'orienter, elle va se diriger dans tout un ensemble de directions. Donc, relation entre l'auteur et l'œuvre. En quoi est-ce que l'œuvre, elle est marquée par des spécificités de l'auteur? Le grand axe qui a développé ça sur le XXe siècle, il est un peu dépassé, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui relève de la critique psychanalytique. Critique psychanalytique. Pourquoi? Ben parce que Freud avait, comme je le disais, passé son temps à lire des œuvres littéraires, en particulier Zola. Il y a un roman de Zola qui s'appelle Travail. C'est le dernier publié de son vivant. On est en 1901. Non, c'est le précédent encore, pardon. Il s'appelle Fécondité. L'avant-dernier roman de Zola publié de son vivant, Fécondité, que Freud a beaucoup analysé parce qu'il considérait que c'était un des 10 meilleurs romans de l'humanité. En quoi est-ce qu'un texte, ça manifeste l'inconscient de son auteur? Pulsion inconscient de son auteur, c'est ce que une partie de la critique des années 50, 60, 70 essayait de faire. Maintenant, ça se fait plus trop, mais il n'empêche qu'il y a encore des relations entre un auteur et son texte. L'axe suivant, il est à peine plus compliqué, c'est la relation entre le texte et son contexte de réception. Réception. Autrement exprimé, avec les lecteurs. Avec les lecteurs. Le texte, il est produit à une époque X ou Y par un bonhomme X ou Y. Ça, on s'en fout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que comprennent les lecteurs dans ce texte-là. Comment des lecteurs différents vont comprendre différemment le texte. Alors, je vous donne un exemple tout simple. En 1542, Rabelais écrit une de ses œuvres les plus célèbres, qui est Gargantua. Rabelais écrit Gargantua. C'est un texte qui, quand il est publié, est condamné par la Sorbonne pour grossièreté. Grossièreté. C'est vrai que c'est des situations toutes plus pathologiques, grossières les unes que les autres. Donc, ce qui émerge chez le lecteur, c'est que c'est extrêmement grossier. 50 ans plus tard, le texte est de nouveau condamné par la Sorbonne, mais il est condamné pour irrévérence vis-à-vis de la religion. Donc 50 ans après, le même texte qui n'a pas bougé d'une ligne est lu et on n'y trouve pas la même chose. C'est le lecteur qui a changé. Et pourquoi est-ce qu'il a changé? Parce qu'entre les deux se sont passées les guerres de religion. Et le sujet religieux est devenu extrêmement épineux. Donc quand on lit Rabelais, le lecteur, d'après les guerres de religion, on dit, oulala, irrévérence vis-à-vis de la religion, ce qui n'émergeait pas avant. En quoi ça consiste, cette analyse de la réception? Eh bien, ça consiste à regarder ce que les lecteurs successifs ont compris du texte. Ça consiste à montrer qu'en fonction de leur époque, les lecteurs, ils éclairent des parties différentes d'un texte qui, lui, ne bouge pas. Je vous donne un autre exemple. Lorsque, en 1857, Flaubert écrit Madame Bovary, il est poursuivi en justice par l'État pour deux raisons qui sont, un, irrévérence vis-à-vis de la religion,
et 2, amoralité. Madame Bovary, c'est amoral et c'est irrévérencieux vis-à-vis de la religion. Amoral, c'est l'histoire d'une femme qui prend des amants. Rien que cela, évidemment, nous fait concevoir l'horreur de la situation. Donc, elle trompe son mari. Ça, c'est la possibilité, c'est amoral au possible. Je vous rappelle que dans le Code civil de cette époque-là, l'homme n'est décidé adultère que s'il est surpris au lit avec sa maîtresse. Et la femme ne peut demander de divorce que si l'homme fait vivre sa maîtresse dans le foyer conjugal. Alors que la femme risque la prison pour dénonciation d'adultère. Il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin que l'amant il vive dans le placard ou sous le lit. Dénonciation, c'est le code civil napoléonien qui dit ça, dénonciation d'adultère, la femme peut aller en prison. Alors que pour l'homme, il faut qu'il vive avec sa maîtresse dans le foyer conjugal et qu'il soit surpris dans l'acte de tromperie. Donc, voilà, amoralité. Amoralité parce qu'elle trompe son mari. Et puis, irrévérence vis-à-vis de la religion, parce que, par exemple, je donne 2 scènes qui sont particulièrement jugées comme odieuses. Lorsque Emma Bovary meurt, elle repose sur son lit mortuaire, elle est recouverte du suaire, c'est-à-dire du drap qu'il a censé la reconnaître, et le suaire, il fait 3 bosses. Il fait une bosse pour ses pieds, il fait une bosse sur sa tête, et puis il fait une bosse sur la pointe de ses seins. Alors, le juge, le procureur est outré de cela, moment de la mort, moment sacré, et qu'est-ce qu'on garde ses seins? Et de même, alors qu'elle va mourir, qu'elle s'est suicidée, qu'elle s'est empoisonnée, on lui tend le crucifix pour qu'elle l'embrasse et tente de se faire pardonner ses fautes par Dieu, et le texte dit qu'elle embrasse le crucifix goulûment. Je suis outré par ça, goulûment, qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation-là? Aujourd'hui, on en fait un des très grands textes de la littérature française et on en fait un des grands textes de l'émancipation féminine. Donc c'était un texte poursuivi en justice à son époque, maintenant on en a une autre lecture. C'est la même chose pour Rabelais, maintenant on en fait comme lecture un des premiers grands textes de l'humanisme. Donc le texte ne bouge pas, mais c'est l'époque qui change. Donc on se demande ce qui dans le texte permet les interprétations successives des lecteurs. Axe suivant. Axe suivant, c'est la relation des textes avec les textes. C'est ce qu'on appelle l'intertextualité. L'intertextualité. L'imaginaire d'un auteur, il est fabriqué comme le mien et le vôtre, il est fabriqué comme nous. Notre imaginaire, il est enrichi, il est marqué par ce que vous avez vu à la télévision, ce que vous avez vu au cinéma, par ce qu'on vous a dit, par ce que vous avez lu. Il y a des scènes marquantes, peut-être, dans votre imaginaire qui sont issues de votre parcours antérieur de fréquenteur de l'art. Par exemple, pour prendre un exemple très simple, chaque fois que vous mettez les pieds dans la mer, vous avez une arrière-pensée sur le fait que vous pourriez vous faire bouffer par un requin. Ça, vous l'avez vu où? Vous l'avez vu à la télévision, vous l'avez vu dans des films, vous l'avez vu parce que les chances ou les risques de se faire manger par un requin sont extrêmement faibles. Il y a 5 personnes par an qui se font manger par des requins, et c'est en Australie ou en Afrique du Sud. En revanche, vous savez peut-être qu'il y a 500 personnes par an qui meurent mangées par des tigres. Alors, vous allez me dire, quand je me baigne, j'ai plus de chances de tomber sur un requin que sur un tigre, certes, mais en tout cas, pour nous, on a peu de chances à Belfort de se faire manger ni par un requin, ni par un tigre. Mais il n'empêche que notre imaginaire, il est fabriqué par ces éléments-là. Pour info aussi, le deuxième grand prédateur, c'est les éléphants. Il y a 500 personnes qui meurent tuées par des éléphants tous les ans. Mais là encore, quoique le tigre, on a un lion pas très loin, peut-être faut-il s'en méfier. Toujours est-il donc que votre imaginaire, il est fait, il est structuré, il est organisé, il est enrichi par vos expériences personnelles. Ben, c'est la même chose pour un écrivain. C'est la même chose pour un écrivain. Et les écrivains, quand ils produisent,
consciemment ou inconsciemment, eh bien, ils font référence, ils utilisent, ils réutilisent des éléments de leur imaginaire qui peut-être n'est pas à eux initialement. Il y a des réécritures, des transformations, des modifications de tout ce qu'ils ont lu, vu ou appréhendé avant. Pour prendre un domaine qui est celui du cinéma que vous devez peut-être maîtriser, lorsque est sortie la série de films Star Wars, on appelait ça la guerre des étoiles à cette époque-là, dans les années 77, l'auteur d'un roman qui s'appelle Dune, qui s'appelle Frank Herbert, a jugé qu'on plagiait quand même allègrement et très officiellement son œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a une planète des sables dans ce Dune, avec tout un ensemble de personnages, dont le héros, et Frank Herbert a trouvé que ces films-là utilisaient un peu lestement, un peu massivement, sa propre œuvre. Alors, est-ce que c'est inconscient, est-ce que c'est involontaire, ou est-ce que c'est l'imaginaire collectif qui fonctionne comme ça? Ben, la question se pose, mais en tout cas, il y a influence d'un objet sur un autre. Et puis, il y a un dernier axe. Il y a un dernier axe qui consiste à s'interroger sur la structure. Alors, j'ai pris de crayon d'autres couleurs, je vais mettre ça en rouge. C'est ce qu'on appelle le structuralisme. Le structuralisme qui consiste à étudier la structure des objets. L'auteur, il a fabriqué une œuvre. Cette œuvre, c'est un tout. Ça commence à un endroit, ça finit à un autre. C'est organisé selon un ensemble d'épisodes qui sont certes voulus par l'auteur, qui sont certes conditionnés par son époque, mais il est organisé dans une suite cohérente. Et le structuralisme, il étudie comment l'auteur, il organise, structure, construit son œuvre pour porter le sens qu'il souhaite porter. Je vais vous donner plusieurs exemples de cela. Vous avez dans Voyage au bout de la nuit, qui est un roman d'un auteur qui s'appelle Louis-Ferdinand Céline, et Renaudot, 1932. Dans Voyage au bout de la nuit, la première phrase, c'est « Moi, j'avais jamais rien dit, c'est Arthur Gannett qui m'a fait parler ». Le roman, il commence quand le personnage commence à parler. Et la dernière phrase, c'est du roman, 600 pages après, c'est « Et qu'on n'en parle plus ». Donc c'est un grand roman sur l'acte de parole. Le roman commence quand le personnage commence à parler et il se termine quand le personnage arrête de parler. Et les spécialistes de Céline, dont je ne suis pas non plus, estiment qu'il y a 7 façons de fabriquer les phrases chez l'auteur. Il y a 7 styles, 7 types de phrases, cette structure habituelle de phrases chez Céline, en fonction de ce que le personnage a à dire. En fonction de la manière, l'état psychologique du personnage et sa manière de s'exprimer. Donc c'est un vaste roman sur la parole et les clés en sont données par l'auteur. J'avais jamais rien dit, je commence à parler et qu'on en parle. Je vous donne un autre exemple sur Madame Bovary, justement. Dans Madame Bovary, vous avez une très vaste organisation du sens à partir des mains des personnages. Les mains des personnages. Tous les personnages sont, à un moment ou à un autre, décrits à partir de leurs mains. Et en fonction de la description que l'on fait de leurs mains, eh bien, on a des informations très précises sur leur caractère. Par exemple, Emma Bovary, elle a des mains molles, elle passe son temps à enduire de crème. Main molle, elle passe son temps. Ben, c'est son caractère, quoi. Voilà. Elle est molle, c'est-à-dire qu'elle subit les événements plus qu'elle ne les fabrique. Et puis, au bout du compte, eh bien, l'apparence a beaucoup d'importance pour elle. Elle se ruinera avec des robes, des chapeaux, des produits divers qui l'amèneront aussi au suicide. Donc, la façon dont l'auteur décrit ses mains, c'est la façon que l'on peut voir dans le caractère de ce personnage. Son mari, il a des gros doigts comme moi, des grosses mains faites pour faire des travaux. Ben, le problème, c'est qu'Emma Bovary, elle voudrait épouser un chevalier médiéval, elle voulait épouser un homme romantique. Et puis, elle épousait un bonhomme qui a des grosses mains. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Eh bien, par exemple, il ôte
la boue qui colle après ses chaussures. Il monte ses chaussures, avec un couteau, il gratte. Et on voit ses gros doigts qui grattent avec un couteau sur des chaussures. C'est pas très romantique. Mais voilà, la description de la main, ben, ça donne le caractère de Charles Bovary et ça donne le gros problème, c'est que les mains ne marient avec lui. Et puis, il y a un médecin, il y a un pharmacien, tous les personnages, hein, mais je prends juste les trois plus symboliques. Il y a un pharmacien, il passe son temps à faire ça. Il passe son temps à se tourner les pouces. Il ne fait rien avec ses mains. Et quand Emma Bovary meurt, empoisonnée, le médecin qui arrive et dit au pharmacien, la seule chose que vous auriez pu faire, c'est lui mettre les mains dans la gorge pour la faire vomir. Mais il a des mains qui ne servent à rien, le pharmacien. Il a des mains qui font ça toute la journée, qui se tournent les pouces. Donc, la seule fois où il aurait pu être utile, c'est en utilisant ses doigts pour le faire vomir, il ne le fait pas, parce qu'il se tourne les pouces toute la journée. Et la dernière phrase du roman, qu'est-ce que c'est? C'est « Monsieur Homais vient d'avoir la Légion d'honneur ». Celui qui ne fait rien du tout, celui qui est le parasite complet, c'est celui qui a la Légion d'honneur à l'infini. Comment l'auteur il structure son texte? Il structure avec des épisodes qui donnent le sens global et l'articulation des événements les uns par rapport aux autres. Le grand texte que vous aurez un jour à lire, le structuralisme, ça a été un courant qui a émergé massivement dans les années 20 en Russie, fin des années russes, début des années soviétiques. C'est Morphologie du conte de Vladimir Propp. Vladimir Propp a écrit un texte qui s'appelle Morphologie, comme ça se prononce pas, avec les H, morphologie, ça veut dire structure, forme, morphologie du conte, en 1922, et il a montré que tous les contes sont organisés à partir de schémas identiques. Et il a en particulier défini dans cette morphologie du conte un outil que vous avez sans doute déjà utilisé sans savoir que peut-être vous l'utilisiez, qui est ce qu'on appelle le schéma actantiel. Schéma actantiel. Autrement exprimé, les personnages se répartissent 5 fonctions dans un texte. À peu près le même schéma que cela, mais en 5. Le héros. Dans tout texte, dans toute œuvre, il y a un héros. Ce héros, il a un commanditaire. Il y a quelqu'un qui lui fixe une mission. Quelqu'un qui fixe une mission. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Il a par conséquent un personnage ou un vrai objet. Il veut quelque chose. Et il a pour l'aider et il a pour s'opposer à lui des opposants et les adjuvants aident. Et donc tout récit se structure ses personnages sur ces 5 pôles-là. Il y a celui qui est le héros, celui qui lui demande de faire quelque chose, ce qu'il veut faire, et il a des aides et des adversaires. Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi demande à Luke Skywalker de délivrer la princesse Leia. Il a tout un ensemble de robots et de créatures bizarres avec lui, et il a contre lui un grand bonhomme habillé en noir. Si vous prenez n'importe quelle histoire, elle aura une structuration dans laquelle quelqu'un aura une mission à accomplir avec des aides et des opposants. Et donc ça, c'est défini par Vladimir Propp en 1922 dans Morphologie du conte, il montre que le conte, il est organisé justement sur ces différentes fonctions-là. Donc comment structurer une histoire? Elle va structurer avec cette organisation de personnages. Quand vous avez étudié peut-être des pièces de théâtre classiques, de Racine ou de Corneille, quand vous avez étudié des romans quand vous étiez au lycée, sans doute l'enseignant de français que vous aviez vous a fait le schéma actantiel du roman, c'est-à-dire vous a montré comment s'organise à l'intérieur du roman ce jeu des personnages les uns par rapport aux autres. Il y a ceux qui sont les ennemis, les opposants, ceux qui sont les aides. Le roi Arthur recherche le Graal,
la Dame du Lac demande au roi Arthur de chercher le Graal. Il a avec lui Merlin l'Enchanteur, les chevaliers de la Table Ronde. Il a contre lui les mauvais chevaliers, les diables, les démons, les dragons et tous les autres bazars. La mère demande au chaperon rouge d'aller voir la grand-mère. Ici, un loup, là, un bûcheron. Et voilà, attention. Moi, je suis structuraliste, Victor Vincent, au point de vue scientifique. Donc, il y a des axes. Il y a des axes qui sont des axes qui fait que quand on a un objet, eh bien, cet objet, on peut l'observer avec des regards qui sont des regards différents. Donc ça, c'est mon premier point. Comprendre un texte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est analyser dans ce texte les raisons qui font que ce texte est construit de cette façon-là. Et il est construit de cette façon-là parce que des pôles interviennent. Il y a le pôle lecteur, il y a le pôle époque, il y a le pôle auteur, évidemment. Il y a le fait qu'il y a des interactions avec d'autres œuvres. On a un conte moderne qui s'appelle par exemple Le Petit Chaperon Vert. Ben, ce n'est véritablement compréhensible que si on connaît par effet miroir une autre œuvre qui est Le Petit Chaperon Rouge. Et puis après, ben, c'est organisé. C'est organisé comment? C'est structuré comment? C'est fabriqué comment? Donc, premier point, vous avez dit la compréhension. Premier point, schéma de l'analyse littéraire. Deuxième point, eh bien, on va lire un petit texte qui va essayer de placer cette notion de comment se fabrique la compréhension du texte. Texte. 3. C'est d'un auteur qui s'appelle Umberto Eco. C'est un romancier, mais c'est surtout avant tout un grand universitaire italien qui s'est fait connaître dès les années 1965. Vraiment quelque part. Tout le monde en a. Umberto Eco, c'est un des grands spécialistes de la réception des œuvres. C'est-à-dire qu'il a montré comment justement s'organisent les zones dans un texte pour être interprétées. Comment dans un texte, il y a des éléments qui nécessitent une interprétation particulière. Donc c'est un de ces derniers textes que vous avez là, il est mort en 98. En 2016. 2016. Là, nous avons un texte de 93 qui s'appelle Lector in fabula. C'est du latin, ça veut donc dire le lecteur dans l'histoire. Comment le lecteur, il intervient dans l'histoire qu'il lit. Et donc, il va essayer de définir un certain nombre de directions. Et vous voyez que c'est aussi un sujet de dissertation de type concours. Sujet, comment se fait la compréhension d'une œuvre. Donc, à partir de là, il faut faire une dissertation, comme nous avons appris à faire une dissertation. Je vous invite quand même à en faire de temps en temps des dissertations, parce que c'est pas comme le vélo, ça s'oublie vite, et puis ça demande quand même une certaine technicité. Alors, vous devriez maintenant, avec mes précédents cours, être capable d'analyser ce qui est dit là-dedans. Un texte, tel qu'il apparaît dans sa surface, aux manifestations linguistiques, représente une chaîne d'artifices expressifs
qui doivent être actualisés par le destinataire. Alors, évidemment, ça m'amène tout un ensemble de réflexions diverses et variées. Si je parle, je lis d'ailleurs la suite, puisque dans ce livre, nous avons décidé de nous occuper uniquement des textes écrits, progressivement, nous restreindrons notre analyse aux textes narratifs, c'est-à-dire aux récits. Nous parlerons désormais de lecteur au lieu de destinataire, de même que nous emploierons indifféremment émetteur et auteur pour définir le producteur du texte. Alors, question, à quoi fait-il référence tout d'abord quand il parle de lecteur, auteur qui se superpose à émetteur et destinataire? À quoi fait-il référence? Oui, très bien. Il fait une référence aux facteurs et fonctions de la communication de Roman Jakobson. Jakobson, 6 facteurs de la communication, 6 fonctions de la communication, facteur, émetteur, récepteur, message, canal, code, référent. Et avec ça, 6 fonctions, fonction expressive, fonction conative sur le récepteur, fonction poétique sur le message, fonction référentielle sur le référent, fonction fatigue sur le canal et fonction métalinguistique sur le code. Et donc, vous ne maîtrisez pas ça, le premier morceau est incompréhensible. Qu'est-ce que c'est que comprendre? Qu'est-ce que c'est qu'un texte? Eh bien, un texte, c'est un acte de communication. Texte, c'est un acte de communication, et il nous dit donc qu'il va supplanter, enfin, il va remplacer à partir de maintenant dans son texte, indifféremment auteur par émetteur, indifféremment récepteur par lecteur, destinataire par lecteur. Alors, il y a 2 pôles, il y a un émetteur et un récepteur. Un texte, c'est un acte de communication. Et cet acte de communication, il a une surface ou manifestation linguistique, c'est-à-dire qu'il y a des lignes, il y a des pages, il y a des chapitres, il y a des roulements. C'est une chaîne d'artifices expressifs, chaîne d'artifices expressifs à actualiser. Alors, à quoi fait-il référence? Chaîne d'artifices. Pourquoi une chaîne? Pourquoi d'artifice? Pourquoi expressif? Et pourquoi actualisé? Il y a 4 mots là-dedans. J'aimerais que vous essayiez de me trouver des synonymes à ces 4 mots-là. Qu'est-ce qu'ils signifient, ces 4 mots-là? Je vous aide. Jacobson, c'était mon CM, premier CM du semestre 8. Là, c'est mon premier CM du semestre 7. Ah. Rappelez-moi ce que c'est que la définition d'un morphème. Ah non, justement, c'est pas. Oui, alors c'est un ensemble de graphèmes, oui, totalement. Voilà, et alors, c'est effectivement là dans une partie de cela, un morphème. Et un morphème, c'est une unité sémantique
distinctive. Une unité sémantique. Un phonème, c'est une unité sonore distinctive, c'est un son. Un morphème, c'est un assemblage de sons. À l'écrit, un assemblage de morphèmes, de graphèmes, comme l'a dit votre camarade. Donc c'est un bloc qui a du sens et différent d'un autre bloc. Qu'un mot est différent de château, tant dans la forme que dans le sens, différent de chapeau, tant dans la forme que dans le sens, etc. C'est une unité sémantique distinctive. Et là, on a donc expressif, c'est sémantique, expressif qui exprime quelque chose, c'est la version sémantique. Et puis, c'est une série d'artifices, c'est une série d'unités. Donc, l'artifice fait référence à cela, c'est que ce soit des éléments, mais ça fait référence aussi à une autre chose qui est, après Jacobson, Saussure, c'est mon CM numéro 2 du semestre 7, la distinction entre référent et référé. Alors, quelqu'un me rappelle-t-il ce que Saussure dit sur la distinction entre référent et référé? Vous avez fait, pour vous remettre les idées en place, un petit dessin de voiture pour parler de ça. Saussure a une expression, il dit qu'il y a un arbitraire du morphème, arbitraire du signe. Oui. Et le référé, c'est l'interprétation qu'on se fait de ce mot, de ce... Alors, pas tout à fait. Référence, c'est le mot voiture, c'est le mot car, c'est le mot coche, en espagnol, en anglais. Et le référé, c'est l'objet en soi qu'on voit dans la rue, dans le monde réel. Donc, il y a voiture, il y en a plein de cours, il y en a plein de partout. Ça, c'est le référé. Et les langues, elles placent des mots là-dessus. Les langues, elles vont mettre des mots là-dessus. On va dire c'est un manteau, d'autres vont dire c'est a coat en anglais. Un manteau. Donc il y a des objets et les langues, elles mettent des mots là-dessus. Et ces mots, ils sont arbitraires. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas ils n'ont pas des mots, des noms en soi, les objets, mais ils ont des noms différents dans chaque langue. Saussure, en 1902, dans ses cours de linguistique générale, il affirme donc que les mots que l'on met sur le monde extérieur, ils sont arbitraires, ils ne sont pas du tout liés à l'objet lui-même, mais ils sont liés à la langue elle-même. Ça renvoie à une grande rupture que j'avais essayé de vous expliquer avec la religion. Dans les textes religieux dans la Bible, Dieu crée des objets en les nommant. Il dit chaise et la chaise apparaît. Il dit voiture et la partie voiture apparaît. En l'occurrence, il dit mer, il dit étoile, il dit homme, il dit poisson, il dit etc. Ciel, il dit. Donc, dans la langue de Dieu, il y a coïncidence entre un mot et la créature créée. Et donc, on a pensé jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 18e siècle, début en tout cas, que chaque objet avait un vrai nom en soi dans la langue de Dieu, et puis que les langues masquaient, à cause de l'épisode de la tour de Babel, masquaient ce vrai nom. Donc on était à la recherche de ce vrai nom dans la linguistique mondiale, on cherchait le mot qui pouvait être à l'origine. Avec Saussure, tout ça disparaît. Les mots n'ont pas un vrai nom en eux-mêmes. On les retourne, il n'y a pas un nom marqué dessus. Non, ils ont des noms multiples, arbitraires, artificiels, dans chacune des langues.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire une chaîne d'artifices expressifs? Eh bien, une chaîne, ça veut dire une suite, un ensemble. Un texte, c'est un ensemble, c'est une suite de morphèmes, donc d'éléments qui ont un sens sémantique, expressif, mais aussi qui sont artificiels, qui sont arbitraires, qui n'ont pas de réalité en soi. Ce qui signifie que dans cette phrase-là, en termes de dissertation, vous êtes dedans ou vous n'êtes pas dedans. Une dissertation, vous prenez de l'information dans un texte et vous l'enrichissez. Ceux qui loupent Saussure, ceux qui loupent Jacobson, ceux qui loupent Morphème, ils ont loupé l'enrichissement. Qu'est-ce qu'un texte? Un texte, c'est un ensemble de morphèmes qui sont donc arbitraires, mais qui portent un sens. Et deuxième information, cette information-là, importante. Puis deuxième information, un texte, c'est un acte de communication entre un émetteur et un récepteur, qu'on appelle l'auteur et le lecteur. Mais mes cours, ils servent à un moment quand même, à un peu quelque chose. Et ce à quoi ils servent à déjouer le vocabulaire que tout le monde a. Tout le monde a. Et qu'il faut que vous réinvestissiez. Donc, un texte, un album, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il apparaît dans la suite de mots qu'il y a, dans sa surface linguistique. C'est une chaîne de mots qui ont un sens arbitraire lié à la langue, que le lecteur doit interpréter, actualiser. C'est-à-dire que le lecteur il voit le mot et en fonction de ce qu'il a dans son lexique, dans son vocabulaire, en fonction de ce que va lui livrer sa mémoire, eh bien, il y aura des sens associés. Nous parlerons maintenant d'émetteurs, lecteurs et destinataires de manière indistincte. Donc, un texte tel qu'il apparaît est une suite de morphèmes arbitraires, artificiels, sémantiques, expressifs, que l'on doit interpréter pour qu'ils aient du sens. Et il va donner un exemple. Ainsi, paragraphe 2, un texte, d'une façon plus manifeste que tout autre message, on avait émetteur, destinataire, message. Oui, on est vraiment dans une théorie de la communication de Jacobson. Requiert des mouvements coopératifs, actifs et conscients de la part du lecteur. Là, il est actualisé. Vous avez un texte qui est une série de mots. Le lecteur, il doit faire quelque chose d'actif et de conscient. Il doit prendre ces différents éléments-là, ces différents référents-là, il doit les envoyer à un référé, qu'est-ce qu'ils signifient, et il doit donc les interpréter. Ainsi donc, prenons un exemple, la phrase numéro, alors il y a tout un ensemble, il y a une vingtaine de phrases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis il dit, prenons la numéro 9 que j'ai énoncée plus haut. Ainsi, la portion de texte 9, Jean entra dans la pièce. Tu es revenu alors, s'exclama Marie, radieuse. Eh bien, le lecteur, il est évident qu'il doit en actualiser le contenu à travers une série complexe de mouvements de coopération. Autrement dit, pour comprendre cela, cette portion-là, il faut que vous interagissiez avec elle pour lui donner du sens. Et tout le reste de ce texte va être justement l'analyse de ces mouvements qui fabriquent la compréhension du texte. Donc, il y a des éléments qui sont lexicaux. Il faut que vous compreniez que radieuse, ça veut dire qu'elle est contente. Radieuse, contente. Vous en déduisez que dans cette circonstance-là, le personnage est content. Vous en déduisez quelque chose sur revenu. S'il est revenu, c'est qu'avant, il était. Voilà. Donc, vous avez une phrase qui paraît toute simple, mais vous allez déduire une intention du personnage sur radieux. Radieux, donc, elle est contente. Revenu, vous allez déduire l'événement d'avant. Il était parti. Tu es revenu alors.
vous allez déduire de alors qu'elle s'y attendait pas. C'est des mots, ok, mais ces des mots ne vous informent pas que sur cette phrase-là. Ils vous informent sur les personnages, ils vous informent sur l'avant, et ils vous informent aussi sur la psychologie qui se développe là-dedans. Et en allant au-delà, vous allez construire tout un ensemble d'éléments périphériques à partir de ce qui vous est énoncé. Jean entra dans la pièce, tu es revenu alors, s'exclama Marie radieuse. À quoi ressemble la pièce? Question, à quoi ressemble la pièce? Oui, voilà. Alors, si je vous dis une autre version, Jésus entra dans la pièce, tu es revenu, alors s'exclama radieuse Marie. À quoi ressemble la pièce? Ce n'est qu'il y a une fenêtre derrière qui donne lumière sur Jésus. Alors, on pourrait imaginer que Jésus, il apparaît d'une certaine façon, avec une auréole dessus, puis avec une lumière. On pourrait imaginer qu'il était mort, et puis qu'il revient, et donc forcément, comme dit votre camarade, mise en scène, c'est après la crucifixion, Jésus débarque, il est éclairé. Mais tout simplement, si vous avez Jésus-Marie, vous allez fabriquer un environnement qui aura tendance à fabriquer des bonhommes en sandales et en toge, des bonhommes qui vivent dans un atelier de charpentier, ou alors une étable, ou alors bon, vous allez fabriquer des choses qui sont hors du texte, mais que les mots vont vous inciter à fabriquer. John entra dans la pièce, tu es revenu alors, s'exclama Marilyn radieuse. John Marilyn, il n'y en a pas 36, c'est une certaine. Leonardo rentra dans la pièce, tu es revenu alors, s'exclama la Joconde radieuse. Leonardo ou Mona Lisa, si vous préférez que la Joconde. Hein. Leonardo, Mona Lisa. Vous allez imaginer l'atelier d'un peintre, et puis on est au XVIe siècle, et puis les noms en eux-mêmes vont faire que vous allez fabriquer quelque chose au-delà de ce qui est raconté. Et c'est le principe même de toute la littérature, c'est que quand vous avez un personnage, ce personnage-là, il n'est pas décrit de pied en cap, on n'a pas ses cheveux, la manière dont il est peigné, ses sourcils, ses yeux, son nez, son menton, ses joues, ses oreilles, etc. On a 3 indications, et puis avec ces 3 indications-là, on fabrique le bonhomme. C'est le problème des adaptations cinématographiques, c'est que quand on a lu une œuvre et puis qu'on voit après quel acteur a été choisi, eh bien, c'est effectivement des choix particuliers. Quelqu'un a fait un jour un mémoire avec moi sur Harry Potter et parlait, donc je vais remettre les mots en scène, du numéro 2, qui est avec un basilic, donc je ne me rappelle plus quelle est la chambre au secret, voilà. Et dans la chambre au secret, il y a un elfe de maison. Et la question, c'est à quoi ressemblait l'elfe de maison, et les élèves l'avaient plutôt vu gros, rouillard, un peu grand schtroumpf ou quoi. Et le film qui a fait l'adaptation, ils ont fait une sorte d'être rachitique avec des grandes oreilles. Il y a une confrontation entre la fabrication qu'on fait à partir, nous, notre imaginaire du texte, et puis ce qu'un individu décide de fabriquer et de montrer à partir de sa propre imagination. Et c'est donc ce que Umberto Eco appelle, dans son premier essai qui s'appelle L'œuvre ouverte en 1965, c'est cela qu'il essaie d'expliquer, c'est qu'en fait une œuvre, c'est des mots, mais ils sont ouverts sur le lecteur. Ils sont ouverts sur le lecteur, ils sont ouverts sur l'imagination du lecteur. Il est évident que le lecteur doit en actualiser le contenu à travers une série complexe de mouvements coopératifs. Donc le lecteur doit amener quelque chose en plus. Négligeons pour l'instant l'actualisation des coréférences, c'est-à-dire que l'on doit établir que le tu, dans l'emploi de la deuxième personne du singulier du verbe être, tu es retenu,
se réfère à Jean. Cette coréférence est rendue possible par une règle conversationnelle selon laquelle le lecteur admet qu'en l'absence d'éclaircissement alternatif, étant donné la présence de deux personnages, celui qui parle s'adresse à l'autre. Mais ça pourrait être très différent. Jean entra dans la pièce. Tu es revenu, alors, s'exclama Marie au téléphone. Ben, on s'attend alors donc qu'ils ne sont pas au même endroit. Jean, il entre dans une pièce, mais il est au téléphone avec Marie qui est ailleurs. Donc, on interprète à partir de ce qu'il nous a donné. Là, rien d'autre nous est donné, donc on suppose qu'ils sont dans la même pièce, qu'ils sont deux. L'un dira je, quand l'autre dira tu. Quand l'autre sera désigné par tu et alternativement. Règle de conversation qui se greffe sur une autre décision d'interprétation. Une opération d'extension effectuée par le lecteur. Il a décidé à partir du texte qui lui est administré qu'il doit déterminer une portion du monde habitée par deux individus, Jean et Marie, dotés de la propriété d'être dans la même pièce. Et le fait qu'ils soient dans la même pièce dépend d'une autre interprétation, d'une autre inférence, née de l'emploi de l'article « là ». On parle bien d'une seule et même pièce. Donc, vous avez des interprétations linguistiques qui s'appuient sur les différents mots. Fabriquer la pièce, vous fabriquez le tu, vous fabriquez Jean et Marie. Mais après, et donc c'est la fin du paragraphe, vous allez fabriquer revenu, et vous allez fabriquer radieuse, et vous allez fabriquer alors. 3 mots, 3 séries de phonèmes, 3 morphèmes, et ces 3 morphèmes vont vous indiquer des intentions des personnages, des intentions ou des situations antérieures. Bon, j'arrête là pour aujourd'hui. On reprendra ça la semaine prochaine.